Bonjour Amandine. Bonjour Aude. Arrêtez-moi si je me trompe. Nous sommes en Loire-Atlantique, en Brière, tout près de Saint-Nazaire. Ici, on est dans le Marais, sur l'île de Fédrin. Alors si on s'est réunis, c'est pour essayer de comprendre comment naît, vit et meurt un marais. Ça vous va? D'accord, on y va? C'est parti. Il y a quelques 300 millions d'années, le plissement hercynien fabrique une gigantesque montagne. Depuis le temps, l'érosion fait son travail. Le ruissellement, le vent, le gel, le dégel se sont unis pour raboter le massif. Puis, il y a 40 à 50 millions d'années, surgissent les Alpes. Alors elles font le ménage autour d'elles. C'est un phénomène géologique de très grande importance. Eh bien, ça crée des soulèvements, ça crée des fissures, ça crée des torsions. Bref, ça réveille en quelque sorte le socle hercynien. Des vallées se forment, ainsi que des dépressions. Et puis, arrive une élévation du niveau marin. La mer rattrape le paysage et le recouvre. Les vallées sont inondées, ainsi que les dépressions. Mais la mer dépose aussi des sédiments. Et les sédiments, ça bouge tout ça. Eh bien, le paysage dont je vous parle, il existe encore aujourd'hui. Bah, il est où? Il est sous nos pieds. Mais comment ça se fait que le niveau de la mer monte? On connaît très bien le phénomène aujourd'hui. En fait, il y en a deux. On sait par exemple que l'axe de rotation de la Terre peut se redresser ou s'incliner. On sait aussi que l'ellipse que décrit la Terre autour du Soleil peut s'écarter du Soleil ou s'en rapprocher. Eh bien, quand la Terre se rapproche du Soleil, elle se réchauffe, les glaces qui sont dans les montagnes ou au pôle fondent, toute cette eau va dans la mer et le niveau de la mer monte. Quand la Terre s'éloigne du Soleil, elle se refroidit et les glaciers se reforment sur les montagnes et au pôle. Tout ça, c'est naturel. Et alors la mer, elle s'est retirée? Ah oui, la mer s'est retirée et derrière elle, qu'est-ce qu'elle a abandonné? Des vallées, des dépressions comblées par les sédiments. Et sur les sédiments, se sont installées des forêts, et notamment des forêts de chênes. Mais comme la mer s'est retirée très loin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a découvert d'énormes quantités de sable. Et comme les vents dominants viennent de la mer, eh bien, ce sable a été projeté sur le littoral. Et ça a formé des cordons littoraux. Et ces cordons littoraux, eh bien, représentent quoi? Ça représente un barrage, en fait, puisque l'eau douce qui s'écoulait de la terre ne pouvait plus rejoindre la mer. Et c'est comme ça que s'est formé le marais de Brière. Et la forêt, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle est devenue? Oh là là, la forêt n'a pas du tout aimé. Pour elle, c'est un cataclysme. Et en particulier pour les chênes, qui ne supportent pas le trop d'eau. Quand il y a trop d'eau, ils meurent. C'est ce qu'ils ont fait. Certains ont même basculé dans l'eau. Ils ont été recouverts. Et comme ça, à l'abri de l'oxygène, ils ont mis beaucoup de temps à se décomposer. Et leur décomposition, d'ailleurs, n'est pas terminée. Regardez. Vous voyez ça? Ce sont des restes de ces chênes. Alors, ce ne sont pas des fossiles. Le bois est un petit peu silicifié, mais ce ne sont pas des fossiles. Et au même moment que les chênes mouraient, la végétation aquatique, qui, elle, aime l'eau, s'est installée. Et voilà, elle a envahi l'espace. Et ça a formé une biomasse énorme. Une biomasse qui, tous les ans, comme aujourd'hui d'ailleurs, se renouvelle. Ce qui fait que les plantes qui mouraient, ou les plantes qui qui séchaient, eh bien, s'accumulaient les unes sur les autres. Ça a fait des couches énormes, 2 mètres, 3 mètres d'épaisseur. Ces couches de végétation en train de se décomposer très lentement, ça a donné la tourbe. Et là, autour de nous, il n'y a que de la tourbe. Sous nos pieds, il y a de la tourbe. Et les anciens, autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient pour se chauffer? Ils allaient chercher cette tourbe. Et vous voyez ce carré d'extraction là? Eh bien, c'est une trace de cette extraction. Ils creusaient la tourbe, ils en fabriquaient des petites briquettes, qu'ils faisaient sécher au soleil, et tout ça, ils s'en servaient pour alimenter le feu, pour se réchauffer ou pour cuire les aliments. Alors imaginez la fumée que ça devait faire dans la chaumière. Ça devait tousser partout dans la Brière. Si je comprends bien, le paysage, il change toujours? Le paysage est en perpétuelle évolution. Et je peux même vous dire que vos grands-parents, ici même, à cet endroit précis, n'ont absolument pas vu ce paysage-là. Les images d'autrefois en attestent. Et il est certain que vos petits-enfants, toujours au même endroit, connaîtront un autre paysage. Probablement qu'à leur époque, la forêt aura gagné le terrain. Pour qu'un plan d'eau naisse, il faut qu'une dépression se creuse.
Il faut ensuite qu'elles se remplissent d'eau. Alors au début, évidemment, il n'y a pas beaucoup de vie dans l'eau. Puis les plantes arrivent, suivies des animaux. Et au bout d'un moment, parce que les sédiments se déposent dans le fond, eh bien, le fond remonte vers la surface. Et les plantes qui sont à la périphérie du plan d'eau gagnent le centre du plan d'eau. Alors ça, c'est embêtant parce que le plan d'eau a disparu. Et si tous les plans d'eau disparaissent, ben la vie, la biodiversité qu'ils génèrent, eh bien, ça me nuise. Alors il faut pouvoir lutter contre ça. Alors s'il est impossible de faire reculer en quelque sorte ce mouvement de la nature, on peut vraiment le ralentir. Et c'est ce que fait justement le parc naturel régional de Brière. On a quand même l'impression que dès que l'homme tourne le dos, le marais en profite pour se resserrer davantage. Est-ce que vous avez des moyens, des solutions pour faire face à ça? Alors c'est tout à fait ça, hein. Le marais, la nature reprend ses droits dans des milieux comme ça, et d'autant plus vite que c'est des milieux un peu exubérants de vie, donc ça va très vite. Et donc il faut absolument, si on veut conserver cette nature qui est ici, si on veut conserver les paysages, il faut absolument qu'on ait des interventions fortes. Et donc il y a des moyens d'engager le parc, les syndicats de marais, les communes, il y a des moyens forts d'engager pour freiner, arrêter cette évolution ou même revenir en arrière qui était une situation beaucoup plus favorable. Et donc il y a deux types d'interventions qui sont menées, des interventions qui vont essayer de relancer des activités ou de redynamiser des activités humaines qui entretenaient parfaitement le marais. Donc le meilleur exemple, c'est l'agriculture extensive, le pâturage, hein, puisque ça, l'homme n'a pas encore trouvé de meilleure solution pour entretenir des espaces naturels comme celui-là. On pourrait citer aussi l'exploitation du roseau, puisque là, il y a un potentiel considérable pour couvrir les chaumières. Et puis à côté de ça, il faut aussi engager des moyens un petit peu plus durs, des moyens mécaniques pour restaurer des milieux qui se sont complètement fermés, donc comme c'est le cas de canaux comme on a ici, qui sont complètement envasés. Et donc là, effectivement, il faut des moyens mécaniques, des grosses machines pour par exemple dévaser, ou quand il faut reconstituer des plans d'eau. Là, il n'y a pas de secret, il faut sortir de la matière végétale, de la vase, et il faut de la mécanisation. Mais pour vivre ça dans le temps, il faut des moyens, vous les aurez? Jusqu'à présent, on en a eu. Alors, on pense toujours qu'ils sont insuffisants parce qu'effectivement, pour bien faire, il en faudrait plus. On a des moyens. Il faudra qu'ils perdurent parce que sinon, les moyens qui auraient été mis sur quelques dizaines d'années, très vite, la nature aura pris ses droits, puis les effets auront disparu. Donc, c'est une question de volonté politique, à savoir que des espaces naturels de cette qualité-là, donc c'est pas le seul en France, il y en a d'autres, il y a une volonté, une demande sociale et une volonté jusqu'à présent de les maintenir et donc d'investir des moyens dans cette politique environnementale. Et donc forcément, ça veut dire qu'il faudra que cette volonté politique perdure. On a le droit de dire que les lacs et les marais sont tous condamnés à être comblés. Sur le principe, oui, tout à fait. Voilà, moi j'en connais un marais qui ne sera jamais comblé. C'est un marais qui se trouve en Mauritanie. C'est dans un méandre du fleuve Sénégal, il y a un marais superbe, immense. Et ce marais, il est envahi par de la végétation, hein, comme le marais de Brière, sauf que là, ce sont des nénuphars qui sont à l'intérieur. Alors, vu par les poissons, ces nénuphars représentent une forêt. Vu en surface, ça représente un terrain de jeu pour le jacana. Mais on peut considérer que même si les nénuphars stabilisent les sédiments, les font plonger, les font s'entasser dans le fond de ce marais, eh bien on considère que jamais ce marais pourra obturer le fleuve Sénégal, parce que de temps en temps le fleuve se met en colère et il embarque tout ça, il rejette tout ça dans l'océan. Alors il y a des paquets entiers de nénuphars qui disparaissent comme ça. Tout n'est jamais totalement détruit, ce qui fait que la nature, au contraire, est réactivée par rapport à ce décapage, en fait, par ce ménage qui a été fait, et elle repart de plus belle. Alors bien sûr, c'est un lieu qui en profite, hein, là. On a des espèces animales et végétales très très belles. On a notamment le varan du Nil, très beau dans sa robe noire mouchetée de jaune, qui est devenu l'ennemi naturel du crocodile du Nil. Il mange ses œufs, il creuse son nid, il dévore les œufs dont il se régale. Et si on veut se laisser bercer par l'ambiance nocturne de ce marais, on peut retourner pendant la nuit équipé d'une lampe frontale. Et là, en étant très attentif, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Des tas de petits yeux qui nous regardent, mais aussi des papillons accrochés aux feuilles de nénuphar ou aux feuilles de roseau, des papillons bien camouflés.
mais aussi d'Alico, cette belle araignée qui peut même transporter sa progéniture. L'oiseau blanc là dans le trou d'eau, devant les roseaux, c'est une spatule. Tous ces oiseaux qui nous donnent du bonheur quand on les observe, c'est bien, eh bien, ne sont là que parce qu'il y a le marais de Brière. Sans ce marais, il n'y aurait pas tous ces oiseaux. Il y en aurait d'autres peut-être, en tout cas pas ceux-là. Le marais de Brière est pile poil à la verticale d'une zone migratoire, d'une voie migratoire. On parle de la voie atlantique. Et tous les oiseaux qui viennent ici arrivent du nord de l'Europe et de Sibérie. Alors bien sûr, pour la plupart, ce sont des oiseaux d'eau, alors comme les limicoles, comme les canards et les oies. Mais pourquoi ils viennent là, tous les oiseaux? Ils viennent chercher le gîte et le couvert, l'hôtel et le supermarché. Ils sont en fait des centaines de milliers à faire ça. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tous ces oiseaux ont absolument besoin du marais de Brière pour se reposer et pour reconstituer leurs forces. Ils s'épuisent en volant sur de grandes distances. Par exemple, la l'oie bernache, sur une migration de 2 à 3 000 km, elle va consommer jusqu'à 30% de sa graisse. Donc il faut qu'elle s'arrête pour reconstituer cette graisse pour pouvoir aller plus loin. Il y a à peu près combien d'espèces d'oiseaux qui viennent là? Oh, combien d'espèces d'oiseaux? Je ne sais pas, au moins 200 espèces sont concernées par le marais de Brière. C'est énorme, probablement même davantage. Alors, si tous ces oiseaux s'installent ici, c'est pour répondre en quelque sorte à un cycle annuel, un cycle biologique annuel qui correspond, allez, grosso modo, à la migration d'automne, à la migration de printemps, à la période de reproduction, de nidification et aussi à la période de mue. Et pendant la période de mue, les oiseaux perdent leur plumage en quelque sorte, en tout cas ils le renouvellent en grande partie. Eh bien ça c'est fatigant pour les oiseaux et surtout ils sont vulnérables à ce moment-là. Et là ils sont bien planqués, ils sont bien protégés des prédateurs. Les oies qui sont là, les oies cendrées avec leur progéniture, sont venues là pour être tranquilles. Elles ont pondu, elles ont couvé et ça donne toute cette petite foule de petites oies là, qui se baladent, qui sont bruyantes en même temps. De temps en temps, elles se chamaillent. Et on voit d'ailleurs, regardez, c'est drôle parce que, regardez, il y a un ragondin. Vous voyez ? Derrière le ragondin, on voit des dos affleurer la surface de l'eau. Ce sont des carpes. Je suis toujours étonné de ressentir en fait la biodiversité. On la ressent cette biodiversité quand on est dans des marais, que ce soit en Guyane ou que ce soit en Loire-Atlantique. Et cette biodiversité, en fait, elle transparaît dans la chaîne alimentaire. C'est quoi une chaîne alimentaire? Une chaîne alimentaire, c'est une succession d'êtres vivants dont les uns mangent ceux qui se trouvent devant avant d'être mangés par ceux qui sont derrière. Prenons un exemple, où la surface de l'eau, là, il y a une chaîne alimentaire. Il y a des plantes aquatiques, des plantes chlorophylliennes. Et comme toutes les plantes chlorophylliennes, eh bien pour se développer, elles vont consommer du CO2 et rejeter de l'oxygène, un déchet. Alors cet oxygène, on la voit d'ailleurs qui monte sous forme de bulles jusque vers la surface. Alors, il y a aussi des plantes microscopiques, chlorophylliennes, toujours. C'est le phytoplancton, mangé par des animaux, quasiment microscopiques, le zooplancton. Mais les plantes à racines sont mangées par plein de sortes d'animaux. Il y a des escargots d'eau, comme les limnés, il y a des poissons qui les mangent, les carpes les mangent. Et puis il y a aussi des têtards qui les mangent. Alors ça, ce sont des consommateurs de premier ordre, qui sont à leur tour mangés par des consommateurs de deuxième ordre. Ce sont les carnivores. Alors, le têtard va être mangé par la larve de libellule ou de dithyque. Mais il peut être mangé aussi par le triton. Et quelquefois, la larve et le triton s'opposent sur le même têtard. Mais il y a aussi des prédateurs qui mettent tout le monde d'accord. Par exemple, le brochet.
Le brochet, en fonction de sa taille, va manger aussi bien des larves d'insectes que des têtards, que des grenouilles ou que d'autres poissons. Mais au-dessus du brochet, il y a des oiseaux. Et vous les connaissez, ce sont des échassiers. C'est par exemple le héron cendré et les graines garzettes. Et l'homme? Ah bah l'homme, lui, il est au-dessus de tout ça. Lui, il tape dans tout l'homme, dans les végétaux et dans les animaux. Viens Michel, je vais te montrer où il y a une héronnière. Alors je ne les vois pas, mais je les entends. Attendez, ils sont là, ouais. Ah oui, je les vois bien là. Oh, dis donc, il y a du monde. Voilà, ça, ce sont des aigrettes garzettes, des jeunes, et il y a les parents aussi. Quel spectacle! Regarde. Quand j'avais votre âge, eh bien, je ne pouvais pas voir tous ces oiseaux. Il y en avait très très peu. Ils avaient été massacrés ou parce que les milieux n'avaient pas été suffisamment protégés. Et puis il y a eu des lois de protection. Puis il y a eu des lieux comme le Marais de Brière, hein, sous la tutelle d'un parc régional qui apporte des aides, qui fait de l'information, qui protège les oiseaux. Et depuis qu'il y a des choses comme ça, ces grands échassiers, on les retrouve maintenant dans le paysage. Hein. Et c'est du bonheur quand même. Puis il n'y a pas que ces échassiers, il y a plein d'autres oiseaux protégés aujourd'hui qu'on retrouve partout. Les marais, en général, sont toujours des milieux extrêmement riches, aussi bien en flore qu'en faune. Mais il y a des marais plus riches que d'autres. Et j'en connais un, j'y suis allé plusieurs fois. C'est le marais de Caux, en Guyane française. C'est un marais dans lequel je suis allé très souvent. Alors où se trouve-t-il? En Amérique du Sud, pas très très loin de l'équateur. Il est coincé entre la forêt amazonienne et l'océan Atlantique. Et à chaque fois que je vais dans ce marais, eh bien, j'y attrape des animaux pour mieux les observer. Tu l'as vu Bruno là? Bonjour Patrick. Bonjour les filles. C'est quoi une roselière? Bah, vous voyez les filles, c'est un peu ça la roselière. On est en plein dedans là, un univers de verdure, un univers de vent, de musique, d'oiseaux. C'est un univers vivant. Moi la roselière pour moi c'est vraiment un lieu secret. Alors il faut se faire accepter par la roselière, c'est pas évident. Hein. D'abord y marcher c'est dangereux, donc il faut faire attention. Se trouver un petit lieu secret avec la verdure tout autour et puis attendre. Alors au début, on a vraiment l'impression que la roselière n'est pas habitée, que c'est un désert. Et petit à petit, si vous êtes patient, si vous attendez, si vous écoutez, alors la vie progressivement apparaît autour de vous. La vie, ce sont des insectes, hein, par milliers qui fourmillent de ci, de là, de la base du roseau jusqu'en haut. La vie, c'est aussi les oiseaux qui viennent se nourrir, prélever de ci, de là, ces petits insectes qui vont leur servir à nourrir leurs jeunes, en particulier en ce moment, au printemps. La vie, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas, mais qu'on entend, simplement que l'on perçoit. La vie, c'est aussi ces odeurs hein, qui montent de la tourbe en dessous. C'est tout ça la roselière. Mais la roselière, c'est aussi le roseau. Hein, le roseau, qui est une plante bien particulière. Savez-vous, les filles, que cette plante est la graminée la plus répandue sur la planète? Vous la trouvez partout où il y a de l'eau. Elle pousse les pieds dans l'eau. Si on regarde un roseau comme celui-ci, vous voyez d'abord c'est une plante qui a un port assez important, hein, qui peut faire jusqu'à 2,50 m, 3 mètres de haut. Une plante fortement enracinée grâce à ses rhizomes très puissants dans la tourbe et qui va se comporter vraiment de manière très curieuse. Elle est vraiment faite pour vivre dans le vent. Moi je trouve cette plante. Regardez ces feuilles qui partent à gauche, à droite, à gauche, à droite et qui dès que le vent est de plus en plus fort vont s'orienter selon la direction du vent. Alors ça grâce à ce petit truc qui est là, vous voyez, que la nature lui a donné, ce petit tube, vous voyez, qui est à la base de la feuille et qui
permet, comme l'avait déjà observé d'ailleurs un certain La Fontaine, en écrivant sa fable Le chêne et le roseau, il avait observé que la feuille de roseau comportait un tube qui lui permettait de s'orienter autour de la tige, vous voyez? Ça c'est extraordinaire, regardez ce truc. Alors ça c'est formidable parce que quand le vent souffle, le roseau plie mais ne rompt pas. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Amandine Bonjour. et Aude. Qu'est-ce qu'il faut attendre comme qualité du roseau pour être un bon chaume? Alors il faut qu'un roseau soit coupé déjà en bonne période, hein, c'est-à-dire l'hiver, quand il a perdu ses feuilles, qu'il soit relativement long pour avoir une paroi assez épaisse. Pour que justement avec une paroi épaisse, on ait une longévité tout à fait correcte sur le toit. Ça dure combien de temps un toit de chaume? Alors un toit de chaume dure en moyenne entre 35 et 40 ans en fonction de l'épaisseur qu'il y a sur le toit. Il y a une belle épaisseur là, vous en mettez combien? Moi je travaille avec 45 cm d'épaisseur sur le toit. Et avec ça, je pense que c'est un toit qui tiendra très longtemps. Et comment on fait pour devenir chaumier? On apprend sur le tas. Je pense que c'est la meilleure solution pour apprendre à travailler le chaume. Quand on se promène ici dans le marais de Brière, on en voit un peu partout des maisons Absolument. recouvertes de chaume. Absolument. C'est non seulement une tradition, mais est-ce que ça perdure? Tout à fait. Ça perdure. Je ne pense pas qu'il y en ait plus qu'avant, mais il y en a largement autant, hein. Ce sont des fois des masures qui sont rénovées, refaites à l'origine de la chaumière brionne, et ce qui permet donc au parc d'avoir un potentiel de chaumière tout à fait correct. Quoi. En tout cas, pour nous, c'est le plaisir des yeux. Merci, on vous laisse travailler. Au Je revoir. vous en prie, merci, au revoir. Dans le monde, il y a plein d'autres gens qui utilisent le roseau. Par exemple, au beau milieu de la cordillère des Andes, il y a un lac qu'on appelle Titicaca, à 3812 mètres d'altitude. C'est un lac qui est coincé entre le Pérou et la Bolivie. Et bien sur ce lac, et à côté de ce lac, vivent des gens qui sont en fait les descendants des Incas. On les appelle les Huros. La culture de ces populations s'est complètement articulée, construite autour du roseau. Et vous allez voir de quelle manière. Par exemple, ils récoltent une sorte de roseau qu'on appelle totora. Et avec ce roseau qu'ils amassent, ils fabriquent des îles flottantes qu'ils installent au milieu du lac. Et sur ces îles flottantes, faites de roseaux, ils construisent des maisons en roseau. Le mobilier de ces maisons est fabriqué à partir du roseau. Ils sont même capables de faire du feu sur ces îles qu'ils alimentent avec du roseau. Mais ils font très attention pour ne pas embraser l'ensemble. Quand on les observe vivre, on est complètement subjugué parce qu'on se rend compte à quel point le roseau est important pour eux. Et ça laisse des souvenirs impérissables. Alors, avec le feu, ils cuisent des aliments. Ils vont pêcher dans le lac des poissons. Et pour aller sur le lac, ils utilisent des embarcations de roseau qui tirent des chaluts qu'ils ont fabriqués à partir du roseau. Vous voyez à quel point le roseau est important pour eux. Ils l'utilisent même comme aliment. Ils récoltent le rhizome du roseau, ils en font de la farine et avec ça ils font plus tard des galettes ou des crêpes. Et puis ils peuvent même l'arracher jeune, les jeunes pousses sont bonnes à manger comme ça, fraîches. Pousser l'utilisation du roseau à ce point, c'est quasiment unique au monde. Vous aimeriez, vous, vivre sur une île de roseau? Oui, ce serait super. Croyez-vous que vos enfants pourront profiter de ce paysage? Je l'espère parce qu'il est beau. Il est clair que les marais, comme celui de Brière, sont directement placés sous la responsabilité des hommes. Je propose de leur faire confiance. Vous êtes d'accord? Oui. Oui.